Richard Ramirez est l'horrible histoire d'un tueur en série américain effroyable qui a assassiné Netflix. Bienvenue dans une nouvelle plongée dans le vrai crime, une histoire qui va vous glacer le sang et vous hanter longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler de Richard Ramirez, le Night Stalker, un tueur en série qui a transformé Los Angeles en un véritable enfer dans les années 80. Attention, ce récit est brutal, cru et détaille des actes d'une violence extrême car c'est la réalité de ces crimes. Préparez-vous à découvrir qui était cet homme, ce qui l'a poussé à devenir un monstre et comment il a semé la terreur avant d'être enfin arrêté. Imaginez Los Angeles en 1984, la cité des anges, une ville éclatante sous les projecteurs des Jeux Olympiques. Les rues débordent de touristes, le glamour californien est à son apogée et tout semble incarner le rêve américain. Mais derrière cette façade scintillante, une terreur abjecte s'installe. Les habitants ferment leurs fenêtres à double tour, barricadent leurs portes, car un prédateur rôde dans l'obscurité. Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, s'introduit dans les maisons, massacre ses occupants avec une sauvagerie inimaginable et disparaît comme une ombre. Ce n'est pas un simple tueur. Il viole, mutile et torture, laissant des scènes de carnage qui choquent même les enquêteurs les plus aguerris. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, personne n'est à l'abri. Ces crimes, marqués par des pentagrammes sataniques et une cruauté sans limite, plongent la ville dans une peur viscérale. Qui est cet homme? D'où vient cette soif de sang? Et comment a-t-il pu échapper à la police aussi longtemps? Pour comprendre Richard Ramirez, il faut remonter à ses origines. Né le 29 février 60 à El Paso, Texas, il est le cadet d'une fratrie de 4 enfants. Son enfance est un cauchemar. Sa mère, Mercedes, endure une grossesse épouvantable. Exposée à des vapeurs chimiques toxiques dans une usine de bottes, ce qui affecte sa santé et peut-être celle de Richard. Son père, Julian, est un homme colérique, sujet à des explosions de violence. À 3 ans, Richard assiste à une scène traumatisante. Julian, furieux après un échec, se frappe la tête avec un marteau. Le sang giclant sur son visage, devant ses enfants terrifiés. Cette brutalité devient une constante dans la maison des Ramirez, gravant une fascination malsaine pour la violence dans l'esprit du jeune Richard. Mais ce n'est pas tout. Dès l'enfance, Richard souffre d'épilepsie. Ces crises, souvent non traitées, s'accompagnent de visions violentes, des monstres, des ombres qui le poursuivent dans ses cauchemars et parfois en plein jour. À l'école, il est discret, presque effacé, mais son état mental se dégrade. À l'adolescence, il tente de s'intégrer en jouant au football américain, mais une crise sur le terrain le fait exclure, renforçant son isolement et sa rancune. C'est alors qu'une figure déterminante entre en scène, son cousin Mike, vétéran du Vietnam. Mike est un héros pour Richard, un symbole de puissance brute. À 12 ans, il lui montre des photos atroces de ses actes de guerre, des femmes vietnamiennes violées, mutilées, décapitées. Ces images qui auraient dû horrifier un enfant le fascinent. Mike lui apprend des techniques de combat, comment tuer en silence et l'initier à la drogue. L'Orient se forge dans un univers toxique jusqu'à un moment clé, lors d'une dispute. Mike abat sa femme d'une balle en pleine tête devant Richard, alors âgé de 13 ans. Le bruit de la détonation, l'odeur du sang, le corps qui s'effondre, cette scène s'imprime dans son esprit, nourrissant une obsession pour la mort. Adolescent, Richard s'éloigne de sa famille. Il devient un as du cambriolage contournant serrures et chiens de garde avec une aisance effrayante. Il travaille brièvement comme réceptionniste d'hôtel, où il espionne les clientes, excité par le pouvoir de l'intrusion. Une nuit, il entre dans une chambre pour agresser une femme, mais son mari intervient, le maîtrisant. Viré, il échappe à la justice, sa famille refusant de voir la vérité. En 1983, sa sœur Ruth le retrouve à Los Angeles, méconnaissable, squelettique, le regard vide. Il vit dans une chambre miteuse, drogué à la cocaïne, proclamant être protégé par Satan. El Paso est trop petit ici, c'est chez moi, lança-t-il. Rejetant ses supplications, c'est la dernière fois qu'elle le verra avant que son nom ne devienne synonyme d'horreur. En
En 84, Ramirez est un prédateur accompli. Vivant de cambriolage pour financer sa dépendance à la cocaïne, il se fond dans la nuit, toujours vêtu de noir, gants aux mains, insaisissable. Le 27 juin 84, il franchit une nouvelle étape. À Glassell Park, il s'introduit dans l'appartement de Jenny Winco, une femme âgée de 79 ans, par une fenêtre ouverte pendant la canicule. Frustré de ne rien trouver de valeur, il la poignarde à plusieurs reprises dans son sommeil, lacérant son corps avec une sauvagerie frénétique. Le lendemain, son fils Jake découvre une scène macabre. Le corps mutilé de sa mère, le sang maculant les murs. La police trouve des empreintes partielles sur la fenêtre. Un premier indice fragile. Les détectives Frank Salerno et Gilles Carillo prennent l'affaire en main. Mais dans une ville comptant près de 1000 meurtres par an, identifier le tueur est un défi colossal. En 1985, les crimes de Ramirez deviennent une spirale de violence. Le 17 mars, il attaque Maria Hernandez et sa colocataire Dale Okazaki à Rosemead. Il tire sur Maria, mais ses clés dévient la balle, la sauvant par miracle. Dale, elle, reçoit une balle en pleine tête, s'effondrant dans la cuisine. Ramirez abandonne une casquette, un indice crucial. Quelques jours plus tard, il massacre Vincent et Maxime Zazara, un couple aisé de Whittier. Il tue Vincent, 64 ans, de 2 balles dans la tête, alors qu'il dort sur son canapé. Maxime, 44 ans, est réveillé par les coups de feu. Ramirez la ligote, la brutalise et la poignarde à mort, mutilant son corps avec une sauvagerie inhumaine. Dans un acte macabre, il arrache ses yeux, il les emportant comme un trophée dans une boîte. Chaque crime porte sa marque, empreinte de basket Avia, pentagramme satanique et des témoignages décrivant un homme grand, mince, aux dents pourries et à l'odeur fétide. L'été 1985 est un carnage. Ramirez frappe sans distinction, brisant toutes les règles des tueurs en série. Il tue des couples comme Leila et Maxon Kneding, abattus à coups de machette dans leur maison de Glendale, leur corps lacéré dans une mare de sang. Il agresse Virginia et Chris Peterson à Northridge, tirant sur Virginia dans la tête, mais elle survit miraculeusement, la balle évitant son cerveau. Chris lutte et le repousse. Ramirez s'en prend aussi à des enfants, comme une fillette kidnappée dans un parc abusé sous la menace d'une arme avant d'être relâchée. Les survivants décrivent un homme invoquant Satan, riant face à leur terreur, exigeant qu'ils jurent fidélité au diable. Los Angeles est en état de siège. Les habitants vivent dans l'angoisse, mais certains, par défi ou inconscience, laissent leur porte ouverte, offrant des proies faciles. La police lance une chasse à l'homme massive. Plus de 200 agents épaulés par le FBI traquent le Night Stalker. Portrait robot est placardé partout. Supermarchés, stations-service, arrêts de bus. Les enquêteurs découvrent que Ramirez porte des baskets Avia, un modèle rare. Sur 1356 paires importées, une seule paire noire en 1946 est arrivée à Los Angeles, mais elle reste introuvable. Les indices s'accumulent, empreintes, balles, témoignages. Une percée survint grâce à James Romero, un garçon de 13 ans qui note la plaque partielle d'une Toyota orange volée par un Ramirez. La voiture est localisée et une empreinte digitale à l'intérieur révèle un nom, Richard Ramirez, connu pour des vols et des délits mineurs. Le 30 août 1985, tout s'effondre pour le Night Stalker. De retour à Los Angeles après un passage sanglant à San Francisco, où il a abattu Peter et Barbara Pan, les laissant dans une mare de sang encore une fois, avec un pentagramme tracé au rouge à lèvres, Ramirez entre dans un magasin pour acheter du café. Une femme murmure en espagnol « El matador ». C'est le tueur. Les clients le fixent. La tension explose. Paniqué, il s'enfuit, déclenchant une chasse à l'homme improvisée. La foule, excédée par des mois de terreur, le pourchasse dans les rues. Les hélicoptères de police rugissent, les sirènes hurlent. Ramirez saute des clôtures, traverse des jardins, mais il est rattrapé dans une rue bondée. Épuisé, ensanglanté, il s'effondre, les mains en l'air, alors que la foule tente de le lyncher. La police l'arrête de justesse, mettant fin à son règne de terreur. En 1988, le procès de Ramirez commence.
Il choque le monde. Provocateur, il exhibe un pentagramme dessiné sur sa main et hurle « Aïe Satan !» dans la salle d'audience. Les témoignages des survivants sont déchirants. Des femmes violées, battues, forcées de jurer fidélité à Satan. Des familles détruites par des meurtres d'une brutalité inouïe. Les preuves s'accumulent, empreintes, avias, balles de calibre 22, objets volés retrouvés dans un sac abandonné. Il est reconnu coupable de 43 chefs d'accusation, dont 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Le 20 septembre 89, il est condamné à mort dans la chambre à gaz. À la sortie du tribunal, il lance aux journalistes « La mort, c'est rien, on se verra à Disneyland ». Mais il ne sera jamais exécuté. Le 7 juin 2013, il meurt en prison d'un cancer à 53 ans. L'histoire de Richard Ramirez est celle d'un monstre façonné par une enfance chaotique, des influences toxiques, une fascination perverse pour la violence. Ses crimes, viols, mutilations, meurtres sadiques ont marqué Los Angeles au fer rouge. L'été 1985 reste gravé dans les mémoires comme un cauchemar collectif où chaque nuit pouvait être fatale. Le Night Stalker n'était pas seulement un tueur, mais un symbole de la peur absolue. Si vous avez tenu jusqu'au bout, laissez Richard Ramirez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire glaçante et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour d'autres histoires vraies qui vous feront frissonner.